Après avoir vu les cercles de Moore, après avoir vu le principe de la contrainte effective de Terzaghi, nous allons voir dans cette présentation les états de contrainte sous chargement. Le principe, on va prendre un massif de sol qui n'est pas chargé du tout. Ce massif, je prends un point M en profondeur. Le point M situé à une profondeur Z. Alors, au niveau de ce point M va s'exercer une contrainte verticale que je note sigma Z qui est égal à sigma Z de 0, qui est la contrainte verticale qui s'exerce au niveau de ce point et qui est due à quoi? Qui est due au poids des terres qui sont au-dessus du point considéré. Maintenant, si je prends le même massif sur lequel je vais exercer une surcharge, la surcharge ici est sous forme de remblai. Elle aurait pu être sous forme de semelle, carré, rectangulaire, circulaire, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'appliquer au niveau du terrain naturel une surcharge. Vous voyez la surcharge qui est là. Et en ce moment-là, au niveau du même point M, je peux calculer maintenant l'état de contrainte finale. Alors, si vous regardez bien, l'état de contrainte finale, c'est quoi? C'est sigma Z. C'est quoi? C'est l'état de contrainte initial, sigma Z de 0, qui existait ici avant l'application de la surcharge, plus maintenant le delta de sigma Z. Un delta de sigma Z, ça, c'est un incrément de contrainte verticale. Cet incrément de contrainte verticale ici est dû à l'application de la charge au niveau de la surface. Donc ça, c'est ce qui donne l'accroissement delta de sigma Z. Je rappelle, il est dû ici au chargement de surface, à la surcharge appliquée en surface. Alors, on va voir tout à l'heure comment on va déterminer le delta de sigma Z. Il y aura les formules théoriques pour déterminer le delta de sigma Z. Ces formules théoriques seront pour la plupart du temps simplifiées sous forme de tableau, sous forme d'ABAC, afin de faciliter les calculs. Donc voilà, sigma Z final, c'est sigma Z initial. Sigma Z initial est dû au propre poids des terres. On l'appelle aussi la contrainte géostatique, plus delta de sigma Z, l'incrément de charge dû au chargement de surface. Alors, nous allons donc appliquer le principe de superposition. Donc, ce qu'on a appliqué tout à l'heure, c'est le principe de superposition, ce qui nous permet d'avoir sigma Z qui est égal à sigma V0, c'est la même chose que sigma Z de 0. Ici, c'est une contrainte verticale, sigma V0 plus le delta de sigma Z. Sigma Z, c'est la contrainte à la profondeur qui est égale à la contrainte due au poids des terres, qu'on appelle sigma Z de 0 ou sigma V0 plus le delta de sigma Z. Ça, c'est le principe de superposition. Qui veut dire que dans le domaine élastique linéaire, l'effet produit par l'action simultanée de plusieurs forces, de plusieurs charges, est égal à la somme des effets produits par chacune des forces ou bien par chacune des charges qui sont pris isolément. Je peux le représenter ici, le massif pesant que vous voyez ici, surchargé. Donc, un massif pesant surchargé, voilà un point. Voilà, au niveau de ce point, je cherche ici l'état de contrainte finale. Alors, ce massif surchargé, je peux le décomposer en un massif. Donc, ça, c'est un massif pesant surchargé. Je le décompose en un massif pesant non surchargé plus un massif non pesant mais surchargé. Vous voyez, c'est comme si je disais 1 est égal à 1 plus 0. Donc, massif pesant, vous voyez, le gamma, le poids volumique, il est là. Massif pesant chargé est égal à massif pesant non chargé plus massif non pesant mais chargé. C'est comme ça que je fais pour appliquer le principe de superposition. Voilà, ici, sigma V0 est déterminé grâce à ce massif pesant mais non chargé, parce que c'est la contrainte qui s'exerçait avant l'application de la surcharge. Plus le delta de sigma Z, c'est un massif non pesant mais chargé. Donc ici, un milieu élastique dans lequel je peux appliquer
la théorie de l'élasticité afin donc de déterminer ici le milieu, par exemple l'état de contrainte et plus tard l'état de déformation. Voilà, je reviens un peu sur la contrainte sigma V0, ça qu'on a appelé tout à l'heure la contrainte géostatique. On appelle aussi la contrainte naturelle. Pour me répéter, c'est une contrainte dans le sol avant tout chargement. C'est l'état de contrainte initial avant tout chargement supplémentaire. Et elle est due au poids des terres. Si j'ai un sol homogène à surface horizontale, évidemment, donc cette contrainte sigma V0, c'est l'intégrale de 0 à h de gamma de dz, c'est-à-dire que sigma V0, c'est gamma, le poids volume des terres, multiplié par h. Donc, cette contrainte qui est là, c'est gamma de ce sol-là multiplié par h, ça donne la contrainte sigma V0. Maintenant, si vous avez un massif stratifié constitué de plusieurs couches superposées, évidemment, vous appliquez le principe de superposition. Donc, sigma z qui est égal à sigma V0, c'est sigma des gamma i allant de 1 jusqu'à n. Maintenant, je vais prendre un massif de sol que vous voyez ici, qui est inondé. Vous voyez, au-dessus du sol, vous avez une hauteur d'eau, une colonne d'eau, une hauteur d'eau, regardez H sur HW. Le point, il est situé ici en bas, dans le massif de sol, et la distance ici, entre le point et la surface du massif, c'est Y, et voilà, l'épaisseur de la colonne d'eau, la tranche d'eau ici, c'est HW. Ce qui fait que le point que je vois ici est situé à une profondeur HW plus Y. Alors, je vais tracer le diagramme de distribution des contraintes en appliquant ici le principe de la contrainte effective. D'abord, je trace le diagramme de distribution de la contrainte totale. Ensuite, le diagramme de distribution de la contrainte de la pression interstitielle. Contrainte totale moins pression interstitielle va me donner forcément, donc, ici, la contrainte effective. Et j'aurai ici la distribution de la contrainte effective. Donc, d'abord, la contrainte totale. Donc, vous voyez, AZ égale à 0. Ici, nous sommes à la surface, donc c'est nul. Mais regardez à la base donc, de la tranche d'eau, ici, à la base de l'eau, vous voyez que ici, la contrainte totale, c'est dû à quoi? C'est dû au poids de l'eau qui est au-dessus. Donc, vous voyez que c'est gamma W fois H de W. Par contre, en bas, à la base, au niveau du point considéré, donc au niveau de ce point, j'applique essentiellement, c'est ici, nous sommes à la base, là, j'applique le principe de superposition. Donc ici, la contrainte verticale qui s'exerce ici à la base, c'est quoi? C'est gamma W H de W plus maintenant gamma sat fois Y. Voilà, gamma W H de W plus gamma sat fois Y. Voilà ce qui me donne la contrainte totale. Moins U, la pression interstitielle. Vous voyez, la pression interstitielle. Donc là, à la surface, c'est nul. À la base de l'eau, vous voyez, c'est toujours gamma W H de W. Et ici, à la base, au niveau du point considéré, ici, ça va être égal à gamma W, facteur de H de W, plus Y. Voilà la distribution triangulaire de la pression interstitielle. Donc, contrainte totale moins pression interstitielle me donne la contrainte effective. Vous voyez? Donc, si ça moins ça, vous voyez qu'ici, c'est nul. Parce qu'il n'y a pas de grain solide. Et à partir de là, regardez, contrainte totale moins pression interstitielle, donc la pression qui part, donc ce qui reste, c'est la contrainte effective. Voilà la contrainte effective qui a une distribution triangulaire, donc qui est égale à la base ici à gamma prime multiplié par Y. Gamma prime, c'est le poids volumique des jauges. Notez ici que la contrainte effective est indépendante de quoi? De la hauteur de HW ici. Vous le notez bien. Ça, c'est extrêmement important. C'est la contrainte effective ici, elle est indépendante de la variation de hauteur de HW. Maintenant, on peut passer au calcul des états de contrainte sous chargement. On va partir d'abord d'une charge concentrée, Q, en utilisant la relation historique de Boussinesq. À partir de la relation de Boussinesq, nous allons en déduire les solutions pour les autres formes de charge, c'est-à-dire pour les charges réparties sur des surfaces quelconques. On verra le principe de calcul. Maintenant, on verra différentes formes de charges circulaires, rectangulaires, trapézoïdales, etc. Donc, afin donc de déterminer les incréments de charge. Mais avant d'entrer dans ça, il faut sortir les cas particuliers. Parce qu'il y a un cas particulier qu'on va sortir dans tout cela,
c'est le cas particulier d'une surface uniformément chargée, mais sur une surface très importante. Donc, quand vous avez un massif de sol soumis à un chargement uniforme Q sur une surface très importante comparée à l'épaisseur des couches, en ce moment, on suppose que delta de sigma Z égale à Q. C'est-à-dire qu'ici, il y a une transmission directe des contraintes. Donc, ça, c'est un cas particulier. Alors, d'habitude, on observe ce cas-là au niveau des remblais. Vous savez, les remblais se font sur des surfaces très, très importantes parfois, comparées à l'épaisseur des couches, comparées à l'épaisseur des couches compressibles. Ce qui fait que dans ces cas particuliers, on va supposer que delta de sigma Z, l'incrément de charge en profondeur est égal à la charge Q appliquée à la contrainte qui s'applique à la surface. Je rappelle, ça c'est un cas particulier. Mais vous allez voir que dans la majorité des cas, dans la plus grande majorité des cas, le delta de sigma Z est différent de Q. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissipation des contraintes avec la profondeur. Alors maintenant, on va aller dans ces autres cas-là. Alors, pour le principe de calcul, on va dire que le sol, on va supposer le sol comme un milieu semi-infini. Le sol est élastique et non pesant. Hein? Vous voyez, tout à l'heure, c'est les hypothèses qu'on avait données tout à l'heure. Massif pesant chargé est égal à massif pesant non chargé. Ça nous permettait tout simplement d'avoir le sigma V0. Par contre, pour avoir le delta de sigma Z, il fallait me baser sur, il fallait que je suppose un massif non pesant, mais qui est chargé. Un massif élastique non pesant, mais chargé. Alors, ici, nous allons voir d'abord ici, pour une charge ponctuelle, une charge ponctuelle. On va commencer d'abord par une charge ponctuelle avec la formule de Boussinesq. Alors, le principe, il est là. Donc, le massif, je prends un massif de sol qui est là, sur lequel j'exerce une charge ponctuelle. Voilà. Maintenant, je prends n'importe quel point en profondeur. Le point M peut être repéré par rapport à la profondeur Z, par rapport à cette distance-là, par rapport à cette distance aussi AM, par rapport à l'angle alpha. Voilà. La solution de Boussinesq me donne quoi? L'incrément de delta de sigma V, c'est-à-dire la variation de contrainte verticale au niveau de ce point-là, et delta de sigma H, la variation de contrainte horizontale en profondeur. Donc, voilà delta de sigma V qui est égal à 3P sur 2 pi Z carré cos cinquième de alpha. Delta de sigma H, c'est 3P sur 2 pi Z carré cos cinquième de alpha sinus carré de alpha. Donc, voilà l'incrément de charge verticale et l'incrément de charge horizontale. Même si vous allez le voir, dans la plupart des cas que nous allons étudier, on va plus travailler avec delta de sigma V. Delta de sigma V, c'est-à-dire l'incrément de charge verticale. Évidemment, ces équations, ces solutions seront transformées, seront simplifiées sous forme de tableau, sous forme de tabac, afin de rendre les calculs beaucoup plus simples. Mais je rappelle que là, nous sommes toujours dans une charge ponctuelle, c'est la solution de Boussinesq. Alors, si vous regardez bien cette équation, cela dit tout simplement que quand vous allez en profondeur, quand Z augmente, qu'est-ce qui va se passer? Mais ici, l'incrément de contraintes va diminuer. C'est le principe de diffusion, de distribution des contraintes en profondeur. Alors, je peux le montrer ici pour que ça sorte. Hein, ça, vous voyez ici la répartition des contraintes sous une charge ponctuelle. Donc, la charge ponctuelle, elle est là, mais vous voyez, en profondeur, les charges se répartissent. Il y a une diffusion des contraintes en profondeur. Regardez ici, si je prends ici un point situé à l'aplomb de la charge, vous voyez que ici, là, quand je suis proche de la charge, vous voyez ici, je suis à 21% de la charge de surface. Là, en profondeur, je suis à 7,6% par exemple. C'est juste des exemples de la charge de surface. Donc, vous voyez que donc, verticalement, il y a une diffusion des contraintes. Mais regardez aussi latéralement, sur des surfaces, sur des plans horizontaux. Regardez sur ce plan horizontal situé à 1,5 m de profondeur. Bien sur ce plan horizontal situé à 2,5 m de profondeur, vous observez quoi? Vous observez qu'il y a une diffusion des contraintes. C'est-à-dire que quand je m'éloigne de l'aplomb de la charge ici, vous avez ici une diminution de la contrainte. Donc, voilà la répartition des contraintes sous une charge ponctuelle. Voilà la distribution des contraintes sur un plan horizontal.
Voilà ce qui prouve qu'en profondeur, il y a une diffusion des contraintes, il y a une diminution des contraintes. Donc, l'incrément de charge diminue en profondeur. On peut même ici adopter une méthode simplifiée en supposant qu'ici, vraiment, la surface en profondeur, il y a une répartition uniforme, mais simplifiée de la contrainte sur une surface beaucoup plus grande, mais limitée par les droites, ici de pente 2 pour 1, ou bien d'angle ici, d'angle 27 degrés. C'est la distribution simplifiée que nous allons voir tout à l'heure. On peut aussi représenter cette diffusion des contraintes sous forme de bulbes de contraintes. Vous voyez que ça, c'est les bulbes de contraintes, c'est-à-dire c'est des courbes d'égales contraintes. Vous voyez que quand je m'approche de la charge, vous voyez, ici, la contrainte elle est beaucoup plus élevée. Je suis là à 80%, par exemple, de la charge de surface. Par contre, quand je vais en profondeur, vous voyez que la contrainte diminue, l'incrément de contrainte diminue. Par exemple, là, je suis à une courbe de 5 à 5% donc de la contrainte de surface ou bien de la charge de surface. Ça prouve qu'il y a une diffusion des contraintes en profondeur. Maintenant, je vais repartir de la formule de Boussinesq que je vais simplifier. Regardez, le massif, il est là. La surface du terrain naturel est là. Et il y a une charge ponctuelle Q qui est appliquée. Maintenant, je l'appelle Q ici. Tout à l'heure, c'était P, là, on l'appelle Q. Je prends un point quelconque en profondeur. Voilà le point. En tout cas, le point est situé à une profondeur Z et à une distance radiale R par rapport à l'aplomb de la charge. Donc, il y a une distance R. Alors, il y a aussi l'angle θ que vous voyez ici. Maintenant, je l'appelle l'angle θ. Tout à l'heure, c'était alpha. Là, on va l'appeler l'angle θ. Donc, on a exactement la même solution, delta de sigma Z. Je vais travailler essentiellement avec delta de sigma Z, comme on l'avait vu tout à l'heure, 3Q sur 2Q sur 1Z carré, cos cinquième de θ. C'est la même forme que ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, je veux juste transformer cette expression-là, delta de sigma Z. Je vais le transformer ici. En sortant, je vais sortir Q sur Z carré. Voilà, Q sur Z carré. Et tout le reste, je le regroupe en un terme, en un paramètre que je vais noter N. Donc, ce qui fait que delta de sigma Z va être égal à Q sur Z carré fois N. Vous allez voir que N, en ce moment, est fonction du rapport R sur Z. Alors, ça, vous allez le voir ici. Regardez, QZ, delta de sigma Z, ça, c'est delta de sigma Z. Même si je mets sigma Z, c'est delta de sigma Z qui est égal à Q sur Z carré fois N. Donc, N, c'est tout ce qui restait de l'équation tout à l'heure. Alors, si vous faites la transformation, vous trouverez que N égale à 3 sur 2pi fois 1 sur 1 plus R sur Z au carré, le tout à la puissance 5 demi. Et que donc, N est une fonction essentiellement du rapport R sur Z. Parce qu'à part le rapport R sur Z, tout le reste, c'est des constants. Voilà maintenant ce paramètre N-là que l'on va traduire sous forme d'ABAC pour simplifier les calculs. Regardez ici, sur l'axe des abscisses, vous avez les valeurs de R sur Z. Et ici, sur l'axe des ordonnées, vous avez la valeur de N. Donc, quand vous avez un problème particulier, il suffit de calculer le rapport R sur Z, de projeter sur l'ABAC et de lire directement ici le paramètre N. Donc, si vous avez le paramètre N, vous multipliez par Q sur Z carré et vous avez le delta de sigma Z, l'incrément de charge qui s'exerce en profondeur. Voilà, donc la solution sous forme d'ABAC de la formule de Boussinesq. Maintenant, on va parler d'une charge répartie sur une surface. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On partait toujours de la solution de Boussinesq, qui était une charge ponctuelle. Maintenant, on va faire quoi? On va faire une intégration de D2 delta de sigma Z. À partir de la formule de Boussinesq, on fait une intégration sur la surface donnée et j'applique ici le principe de superposition pour avoir la solution. Donc, je vais toujours considérer que le milieu est semi-infini et non pesant et je vais supposer peut-être différentes distributions de charges. Parce que ce cas-là, en réalité, c'est le cas le plus fréquent. Parce que dans les travaux du génie civil, les charges ne sont pas toujours des charges ponctuelles. La plupart des charges, c'est des charges qui sont réparties sur des surfaces. C'est des semelles, carrés, rectangulaires, circulaires, c'est des remblais. Voilà, donc les cas usuels de chargement des fondations, c'est essentiellement des semelles, des radiers. Donc, c'est des charges qui sont réparties sur des surfaces. Ce n'est pas des charges ponctuelles, mais des charges qui sont réparties sur des surfaces.
C'est aussi le cas des remblais. Vous voyez que les remblais également, c'est des charges qui sont réparties sur des surfaces. Ce qui fait que donc, on va adopter cette solution-là pour régler le problème ici. Alors, on va faire également, comme tout à l'heure, on va prendre des formules pour les cas simples, ou bien les ABAC aussi, les ABAC pour simplifier aussi les calculs. Alors, maintenant, dans le cas d'une charge répartie, le principe de calcul, c'est quoi? C'est de dire que le delta de sigma z, l'incrément de contrainte à la profondeur quelconque, là où je cherche la solution, va être égal à I fois Q. I, c'est un facteur d'influence, ou bien un coefficient d'influence qui est inférieur à 1 et qui dépend quoi? Qui dépend de quoi? Qui dépend de Z, la profondeur du point considéré, qui dépend de l'écartement par rapport à la zone chargée, mais qui dépend aussi de la forme et des dimensions de la surcharge. Ça dépend de la forme et des dimensions de la charge. Par contre, Q, c'est la contrainte verticale ou bien la charge verticale uniformément répartie à la surface. Delta de sigma Z, donc, c'est l'incrément de contrainte que l'on cherche. Alors, on va d'abord prendre le cas d'une charge uniforme circulaire. Donc, par exemple, une semelle circulaire. Alors, si vous avez une charge uniforme circulaire, voilà ici, donc la charge est répartie sur une surface circulaire de rayon grand R. Je prends n'importe quel point ici, par exemple ici, le point. Voilà, ce point, je le repère par rapport à Z, sa profondeur, par rapport à la distance radiale petit r, mais aussi par rapport au rayon grand R. Au niveau de cette surface circulaire s'exerce une contrainte Q0. Donc, comment je calcule le delta de sigma Z? Ici, c'est le delta de sigma Z. Même si vous voyez sigma Z ici, c'est le delta de sigma Z. C'est l'incrément de contrainte dû à la charge de surface ici sur la surface circulaire. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal au facteur d'influence I sur 100. C'est un facteur d'influence ici en pourcent multiplié par Q0. Q0, c'est la contrainte de surface. Donc, maintenant, ce facteur d'influence ici est fonction essentiellement, comme on l'a dit, des dimensions de la profondeur Z, des dimensions c'est-à-dire de la forme de la surface qui est chargée. Vous voyez que I est une fonction de deux paramètres, c'est-à-dire de petit z sur grand R, Z étant la profondeur et grand R le rayon, et de quoi? Et de petit r sur grand R. Petit r, c'est, vous voyez ici, la distance radiale. Donc, vous cherchez tout simplement le petit z sur grand R, vous projetez sur la courbe correspondant à petit r sur grand R, et vous projetez là, vous voyez ici, sur l'axe des abscisses, vous avez le facteur d'influence. Le facteur d'influence en pourcentage de pression de contact, n'est-ce pas? Vous lisez directement. Et voilà. Donc, ce facteur d'influence, vous le multipliez par Q0 et vous avez, voilà, l'expression, vous avez l'incrément de contrainte delta de sigma. Ça, c'est pour une charge uniforme. Nous allons voir maintenant une charge uniforme rectangulaire. Donc, pour une charge uniforme rectangulaire, c'est le même principe. L'intégration de la solution de Boussinesq, ici, et pour avoir, ça me donne tout simplement le facteur d'influence I3. Donc, delta de sigma Z, c'est Q, c'est-à-dire la contrainte qui s'applique à la surface, multipliée par I étant le facteur d'influence. Voilà l'expression de I. Donc, ça, c'est la solution théorique. Donc, dans cette expression, vous voyez que M est là, N est là. M, c'est le rapport B sur Z, et N, c'est le rapport L sur Z. B, c'est la largeur de la forme de la surface rectangulaire. L, grand L, c'est la longueur de la surface rectangulaire. Donc, B, d'habitude, c'est des semelles rectangulaires. En tout cas, s'il s'agit de semelles rectangulaires, d'habitude, la largeur est notée grand B et la longueur est notée grand L. Voilà la solution, donc la solution théorique pour avoir le facteur d'influence. Alors, maintenant, cette équation-là, qui vous semble compliquée, même si elle ne l'est pas trop, peut être transformée tout simplement sous forme d'ABAC pour éviter, pour simplifier les calculs, pour éviter les erreurs de calcul. C'est ce qu'on appelle l'ABAC ici. Vous voyez, c'est l'ABAC de Steinbrenner. Voilà l'ABAC de Steinbrenner qui vous permet d'avoir, regardez le N dont on a parlé tout à l'heure, en fonction de N et de M. Les valeurs de M, c'est les courbes que vous voyez. Les valeurs de M, c'est les courbes que vous voyez à l'intérieur là, c'est les valeurs de M. Et ici, au niveau de l'axe des abscisses, vous avez les valeurs de N. Voilà. Vous avez les valeurs de N. Et voilà, connaissant
la valeur de n, vous projetez sur la courbe m correspondante et vous projetez sur l'axe des ordonnées et vous lisez directement le facteur d'influence. Et vous multipliez par la contrainte qui s'applique à la surface et vous avez l'incrément de charge à la profondeur considérée. Voilà la bague de Steinbrenner. Remarque fondamentale pour cette bague de Steinbrenner, c'est que cette solution-là n'est valable qu'au coin de la surface rectangulaire. Notez-le bien. Hein? Donc, la solution-là n'est valable que si le point est situé au coin. Hein? Sous le coin, sous un des 4 coins, en tout cas de cette surface rectangulaire. N'est-ce pas? La solution est donnée au coin de la surface. Ça peut être ce coin-là, ça peut être ce coin-là, ça peut être en tout cas sous un des 4 coins. Parce que quand le point sort carrément d'un coin ici et décalé par rapport au coin de la surface, en ce moment, la solution n'est plus valable. Même si on va voir tout à l'heure des astuces qui nous permettent d'appliquer par extension cette tabac-là afin de retrouver la solution. Mais il faut comprendre ici que cette solution-là que vous voyez initialement est établie au coin de la surface rectangulaire, de la surface qui est chargée. Maintenant, on va prendre des exemples où dans les exercices, on peut vous demander de calculer sous un point qui ne se situe pas directement sous le coin de la surface rectangulaire. Vous voyez cette surface rectangulaire-là en noir, les limites, le périmètre est là. Donc, le point A, vous voyez que le point A ne se situe pas au coin. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser le rectangle là chargé en 4 rectangles. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que maintenant, le point A est le coin du rectangle 1, le coin du rectangle 2, le coin du rectangle 3, le coin du rectangle 4. Maintenant, pour chaque rectangle, tu détermines les dimensions B et L et tu calcules son facteur d'influence. Et à la fin, tu auras un facteur d'influence A pour l'ensemble et ton problème, il est réglé. Alors, je peux prendre aussi un autre exemple où le point, je le sors carrément de la surface chargée. Mais en le sortant, je l'amène dans le prolongement de la longueur, c'est-à-dire là. Donc, vous voyez que ce point n'est plus le coin de la surface. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tracer ici une fois par là qui passe par le point B. Et vous voyez maintenant, le point B est le coin de quoi? De ce grand rectangle-là. C'est le coin de ce grand rectangle-là. C'est le coin de ce petit rectangle-là. C'est le coin de ce plus petit rectangle-là. Voilà. Donc, je peux calculer par extension le facteur d'influence de ce grand rectangle-là. 1 vient jusque-là, n'est-ce pas? Ensuite, j'ajoute le facteur d'influence de ce grand rectangle-là, c'est-à-dire 2. Attention, 2 vient jusque-là. Maintenant, je vais enlever le facteur d'influence donc de ce petit rectangle-là, 3, parce qu'en réalité, elle n'est pas chargée, cette partie-là. Je vais aussi enlever cette partie-là, parce qu'en réalité aussi, elle n'est pas chargée. Donc, voilà ce qui se passe si je veux avoir. Donc, il y a d'autres solutions aussi, parce que le point aurait pu être situé là également. De toutes les façons, vous avez toujours des détails, des méthodes techniques, des méthodes graphiques qui vous permettent de sortir le facteur d'influence. Alors, ça, c'est pour une charge trapézoïdale de longueur finie, sous la forme d'un demi-remblai. Par exemple, ça, c'est un remblai. Ouais, un remblai est là. Donc, ça, c'est la forme des remblais, n'est-ce pas? En tout cas, du demi-remblai, parce qu'un remblai, d'habitude, il est symétrique. Ce que vous avez là, c'est ce que vous avez de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, ça, je le prends ici, par exemple, au milieu. Alors, le remblai, je le repère par rapport à la distance A et B. Voilà, A et B. A, c'est cette distance-là située par rapport au talus du remblai, n'est-ce pas? Et B est là, c'est la tête donc du remblai. Donc, en fonction des distances-là, je calcule le delta de sigma z en profondeur. Alors, attention, ici aussi, le point doit être situé directement ici, sous le demi-remblai. Sous le demi-remblai, ici, donc le delta le point est situé à cette profondeur-là. Et en ce moment, le delta de sigma z va être égal à delta de sigma ou bien Q du remblai, c'est-à-dire la contrainte qui est appliquée par le remblai. Cette contrainte qui est appliquée par le remblai, d'habitude,
c'est le poids volumique du sol constituant le remblai multiplié par la hauteur du remblai. Quel que soit alpha, c'est la contrainte qui s'applique ici à la base par le remblai multiplié par le facteur d'influence. Évidemment, maintenant, ce facteur d'influence est une fonction du rapport B sur Z et de A sur Z, n'est-ce pas? B sur Z et de A sur Z. Donc ici, voilà, voilà les expressions donc, qui vous donnent. Donc voilà, sur l'axe des abscisses, vous avez A sur Z. Les courbes que vous voyez ici, hein, les courbes que vous voyez ici vous donnent quoi? Vous donnent, les courbes que vous voyez ici vous donnent les valeurs de B sur Z. Donc, vous projetez l'intersection, vous le projetez ici sur l'axe des ordonnées, vous voyez ici, hein, qui donnent les facteurs d'influence, qui donnent les facteurs d'influence. Hein, le facteur d'influence, vous le multipliez par la contrainte de surface et vous avez le delta de sigma Z à la profondeur voulue, à la profondeur recherchée. Voilà. C'est ça qu'on appelle la bague d'Osterberg. Voilà la bague d'Osterberg qui donne la solution pour une charge trapézoïdale de longueur infinie. Pour le demi-remblai, hein, je répète, le demi-remblai, parce que quand le remblai est symétrique, vous multipliez par 2, n'est-ce pas? Par contre, si ce n'est pas symétrique, vous calculez pour chaque demi-remblai et vous additionnez, vous avez, et le problème, il est réglé. Alors ça, c'est une charge triangulaire de longueur B, qu'on appelle la bague de Fadoun. Ça, c'est pour un talus. Donc, un talus que je repère par rapport à la distance petit a et à la distance petit b. Même principe, delta de sigma z, c'est delta de sigma ou bien Q de surface multiplié par le facteur d'influence. Voilà la bague qui donne le facteur d'influence I. Cette bague est fonction de N et de M. N, c'est petit a sur Z, Z étant la profondeur du point considéré, et M, c'est petit b sur Z. Donc, voilà les valeurs de N et voilà les valeurs de M. Vous voyez en abscisse les valeurs de M. Ici, les courbes que vous voyez donnent les valeurs de N. Et quand vous cherchez l'intersection, vous projetez ici, vous lisez le facteur d'influence pour avoir l'incrément de charge. Alors, il y a aussi une distribution simplifiée, comme on a dit tout à l'heure. C'est une méthode qui est plus simple, qui permet d'avoir une valeur approximative des contraintes. Alors, cette méthode, comme on l'a dit, elle suppose une diffusion uniforme des contraintes en profondeur, mais cette diffusion est limitée par des droites qui font une pente de 2 sur 1. Hein, voilà, voilà les limites donc, de la zone de diffusion. Donc, en ce moment, pente 2 sur 1, pente 2 sur 1, vous connaissez cette largeur, non? N'est-ce pas? Vous connaissez cette pente 2 sur 1, 2 sur 1. Donc, vous connaissez finalement cette largeur-là. Donc, vous calculez, vous prenez la contrainte, vous divisez maintenant par cette surface-là que vous avez. Donc, évidemment, quand la surface augmente, prenez la charge, je veux dire ici, hein, c'est la force que tu divises par la surface. C'est ça qui te donne ici, en profondeur, le delta de sigma Z. Hein. Ça, c'est une contrainte. Donc, évidemment, quand vous prenez une charge, vous augmentez la surface de répartition. Évidemment, la contrainte va diminuer par rapport à la charge de surface. Donc, c'est ça qui nous donne le delta de sigma Z ici. On suppose qu'en dehors des limites, les deltas de sigma Z sont nuls. Et à l'intérieur ici du domaine, on a une distribution, une répartition homogène ici, une distribution uniforme, j'allais dire, pour avoir le delta de sigma Z. C'est la méthode 2 pour 1, on appelle aussi la méthode 2 pour 1, qui est une méthode très simplifiée et permet d'approcher les points. Alors, maintenant, on va prendre une charge uniforme répartie sur une surface quelconque. Une surface quelconque, c'est-à-dire une surface qui n'est ni rectangulaire, ni triangulaire, ni circulaire, vraiment quelconque. Alors, en ce moment, on va utiliser la bague de Newmark. Ce que vous voyez ici, c'est la bague de Newmark. C'est des cercles concentriques et des traits que vous voyez ici, ce qui délimite des carreaux. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs carreaux. Et chaque carreau représente ici un facteur d'influence. C'est-à-dire qu'il y a un facteur d'influence par carreau. Par exemple, ici, sur cette bague-là, un carreau a pour facteur d'influence 0,005. Donc, ça permet déjà d'avoir le facteur d'influence par carreau. Alors, la bague aussi a une échelle. Vous voyez?
Il y a toujours une échelle qui accompagne la bague. Ici, on le note AB. AB. Alors, le principe, c'est quoi? Vous allez dessiner la forme quelconque là, sur cette bague-là. La forme de la surface chargée, tu vas la dessiner sur cette bague. Mais en la dessinant, tu prends comme échelle la longueur AB. La longueur AB que vous voyez là va être la profondeur Z du point sous lequel on cherche la contrainte. Par exemple, si ce point est situé à 10 mètres, tu diras que A, cette distance AB est égale à 10 mètres et tu vas tracer la forme de la surface quelconque chargée en utilisant cette bague-là. Mais attention, en le traçant aussi, il ne faut pas oublier de faire coïncider le centre de la bague, c'est-à-dire ce point-là, le centre de la bague, il est là, non? Il ne faut pas oublier de le faire coïncider avec le point sous lequel tu cherches la contrainte. Avec le point sous lequel tu cherches la contrainte. Voilà. Une fois donc la surface chargée dessinée ici, maintenant vous comptez le nombre de carreaux à l'intérieur. Et voilà, pour avoir le delta de sigma Z, c'est toujours I fois Q. C'est quoi? C'est l'échelle par carreau, c'est 0,005, multiplié par le nombre de carreaux à l'intérieur de la surface, tu multiplies par Q, la charge de surface. En ce moment, tu as le delta de sigma Z. Exemple. Regardez cette surface-là, en rouge qui est chargée. Vous voyez qu'elle n'est ni carrée, ni rectangulaire, ni circulaire. C'est une surface quelconque. Donc, je connais les dimensions A, B. Les dimensions sont données ici en mètres, qui supporte une charge uniforme sur toute sa surface de 250 kPa. 250 kPa. Maintenant, il y a un point ici. Je prends un point O'. Vous voyez ce point O'? Et c'est sous ce point O'-là que je veux déterminer l'incrément de charge en une profondeur Z située à 80 mètres de profondeur. Voilà, ici, Z est 80 mètres de profondeur. Regardez l'échelle, comme on disait tout à l'heure, OQ. Donc, OQ va être égal à quoi? À 80 mètres. Comme on l'a dit tout à l'heure, à 80 mètres. Donc, voilà cette échelle-là. Maintenant, avec cette échelle, je dessine l'ouvrage. Voilà, l'ouvrage est là, donc je dessine ça. Mais je n'oublie pas de faire coïncider le point O' avec le centre avec le centre de là-bas. Voilà, j'ai dessiné. À la fin, je compte le nombre de carreaux. Voilà. Ici, je trouve environ 8 carreaux. Je compte les carreaux entiers, les demi-carreaux, les quarts de carreaux. Tout, je compte, je fais la somme, je tombe sur 8 carreaux. Donc ici, le delta de sigma Z, c'est quoi? C'est le facteur d'influence par carreau. Vous avez vu? Le facteur d'influence par carreau, 0,02, multiplié par le nombre de carreaux, 8, multiplié par la contrainte de surface 250, ce qui me donne 40 kPa. Voilà le delta de sigma Z. Je peux aussi prendre un autre exemple. Donc, ici, il s'agit donc de deux surfaces chargées qui sont côte à côte, qui sont là, mais qui supportent des charges différentes. Ici, Q1, c'est 100 kPa. Là, Q2, c'est 50 kPa. Je veux calculer ici l'incrément de contrainte en un point situé à 15 mètres de profondeur. Voilà le point A. Ici, à l'interface entre les deux surfaces chargées. Mais j'utilise la bague, vous voyez ici. Donc, voilà la bague de Newmark. Regardez le facteur d'influence ici, c'est 0,005. Voilà AB. Donc, cette distance AB va correspondre à la profondeur à laquelle on cherche le delta de sigma Z, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire 15 mètres. Mais en le faisant, il faut faire coïncider. Donc, je trace les deux surfaces. Voilà, en réalité, les deux surfaces. Mais en prenant comme échelle, toujours comme on l'a dit, la distance AB qui correspond à la profondeur à laquelle on cherche l'incrément de contrainte. Ici, c'est 15 mètres. Mais en faisant coïncider A par le centre ici. Regardez A, c'est quoi? C'est le centre de la bague de Newmark. Et voilà, après maintenant, je calcule le nombre de carreaux ici, sur cette surface-là, et le nombre de carreaux là. Donc là, je trouve 33,3 carreaux. Là, je trouve 57,6 carreaux. Donc, je les sépare. Pourquoi? Parce que ces deux surfaces ne supportent pas les mêmes charges. Donc, le delta de sigma Z ici, ça, c'est l'incrément de contrainte. Le delta de sigma Z, c'est quoi? C'est 0,005 multiplié par 33,3 multiplié par 100 kPa plus 57,6 multiplié par 50 kPa. Et ça me donne ici 31 kPa. Voilà l'incrément de contrainte à la profondeur voulue en utilisant la bague de Newmark.
Voilà, c'est la fin de cette présentation.